Alors, le crowdfunding existe en trois formes. Donc, c'est une présentation un peu générale de cet espace qui est nouveau, qui vient remplacer le financement classique, le financement bancaire ou le financement par action tel qu'on le connaît. Il existe trois formes. La première forme, c'est le principe du don. Donc, c'est celle qui est très connue et qui a fait beaucoup de manchettes. Donc, avec par exemple des sites comme Kickstarter qui ont dépassé 1 milliard de dons en cumulé. Le principe, c'est que vous soutenez un artiste, un projet. Vous pouvez éventuellement recevoir une contrepartie sous la forme d'une pré-vente d'un produit, une montre connectée, et l'ensemble de ces dons permet aux porteurs de projet de mettre en avant son initiative et développer son produit ou son spectacle. La deuxième forme, c'est la forme un peu plus classique qui correspond aux prises de participation en capital. Donc c'est une rénovation du principe de Business Angel. Donc c'est grâce à une plateforme, vous pouvez investir dans une start-up, donc prendre des actions, vous en espérez une plus-value en capital. Ce sont des investissements qui demandent une certaine expertise et qui demandent un certain temps pour voir se matérialiser cette plus-value. Mais aux États-Unis, c'est donc un secteur qui est en pleine croissance, enfin, qui est en pleine croissance en attendant la nouvelle loi sur le crowdfunding qui est sortie et qui, à l'intérieur du Jobs Act du président Obama. Et donc, il y avait comme volet de permettre un financement beaucoup plus direct des startups pour pouvoir créer des emplois. Et enfin, la troisième partie qui, jusqu'à maintenant, était impossible en France, hein, car sous le coup du monopole bancaire, et qui est le principe du prêt rémunéré. Donc, en fait, vous prêtez de l'argent à une PME, et cette PME va pouvoir investir dans des machines, dans du stock, dans de l'immobilier. Donc, du financement participatif, et on en vient à la nouvelle loi. Donc tout à l'heure j'ai parlé de la nouvelle loi sur le Jobs Act aux États-Unis. Nous bénéficions nous-mêmes d'une toute nouvelle loi qui est aujourd'hui, qui devrait sortir sous forme d'ordonnance dans le courant de mars et début avril, avec des décrets au 1er juillet. Et dans cette loi, il y a un volet qui est particulièrement intéressant puisque c'est une ouverture de la concurrence qui protégeait le monopole bancaire jusqu'à maintenant, où les particuliers peuvent maintenant, pourront bientôt prêter collectivement jusqu'à 1 million d'euros à une PME, avec une protection des particuliers sous la forme de chaque particulier ne pourra prêter que 1 000 euros par projet, donc pour protéger l'épargne du prêteur. Mais en revanche, il n'y a aucune contrainte sur le nombre de projets auxquels un prêteur peut prêter et aucune contrainte annuelle sur l'ensemble des sommes qu'il peut ainsi allouer dans son épargne pour aider l'économie, pour souscrire au développement des PME et pour participer à la croissance que ces PME pourront avoir. Alors, dans cette nouvelle loi, il existe aussi un nouveau statut qui a été créé, qui est le statut d'intermédiaire en financement participatif. Donc, je ne vais pas détailler toute la loi sur tous ces volets parce qu'il existe aussi des aspects qui concernent le capital, donc la prise d'action. Je me concentre sur ce qui correspond au prêt. Et donc, pour le prêt, donc pour permettre à un emprunteur et un prêteur de se rencontrer, donc un emprunteur est
plusieurs emprunteurs et plusieurs prêteurs, pardon, il a été créé un statut qui s'appelle un intermédiaire en financement participatif, et donc qui est une plateforme Internet et qui va permettre donc au projet de se présenter et d'annoncer quel type quel montant de financement il recherche, et de l'autre côté, les prêteurs pourront faire part de leur envie de prêter à cette PME. Et l'intermédiaire en financement participatif permettra donc à la collectivité de ces prêteurs de faire un prêt à la PME. Alors, je vais maintenant nous présenter Prêt PME. Donc, qui sommes-nous, nous les fondateurs de Prêt PME? Alors, nous sommes deux fondateurs, Nicolas Guillaume, hein, qui est à côté de moi. Nicolas qui est aussi un cofondateur d'une start-up précédente qui s'appelait FriendsClear, donc qui faisait le même type d'activité, mais qui était régie par le monopole bancaire de l'époque. Donc en fait, FriendsClear travaillait avec un partenaire bancaire, et l'activité dans ce cadre-là était assez contrainte, et FriendsClear a dû arrêter son activité. Et justement, nous avons fait beaucoup de promotions pour expliquer au gouvernement et aux politiques que la situation actuelle avec le monopole bancaire empêchait le développement de la finance participative. Et donc aujourd'hui, avec la nouvelle loi, Nicolas et moi-même, Frédéric Beau, nous avons décidé de créer Prêt PME, qui est la suite de ce travail sur la finance participative que nous faisons depuis 2006. Alors, aujourd'hui, Prêt PME, quelle est sa vocation? La vocation de Prêt PME, c'est vraiment de permettre aux PME d'aller emprunter directement à des prêteurs. Donc, c'est de trouver une solution un peu au goulot d'étranglement bancaire que l'on connaît aujourd'hui, et donc de pouvoir irriguer des parties de notre tissu économique qui aujourd'hui font les frais d'un secteur bancaire qui a des contraintes qui sont mises sous le nom des ratios prudentiels, où on a demandé aux banques d'être beaucoup plus stables, donc d'avoir des ratios prudentiels plus élevés, et donc en ont pâti, hélas, un certain nombre de projets économiques. Ensuite, les banques aussi se désengagent d'un certain nombre de projets parce qu'elles ont du mal à les comprendre, elles ont du mal à les évaluer. Ça leur demande beaucoup de coûts de processing parce que beaucoup de leur processing est du processing manuel. Et donc, en fait, on voit que c'est une tendance un peu de fond où beaucoup de dossiers aujourd'hui ne trouvent plus l'oreille du banquier parce que le banquier aujourd'hui n'est plus vraiment armé pour répondre à ce type de financement. Alors, qu'est-ce que c'est que le financement bancaire aujourd'hui? Alors, donc j'ai expliqué un petit peu dans le terme du contenu des prêts qui sont émis, mais en fait aussi d'un point de vue processus, ce sont aussi des banques qui ont chacune des formulaires différents pour demander des dossiers de crédit. Ce sont des processus qui sont pas très automatisé et pas facilement adapté à l'électronique. Donc, il y a au mieux la circulation de fichiers par mail, et puis souvent aussi des impressions, et puis d'aller voir un conseiller clientèle à des heures bien précises, et en général des heures qui correspondent à l'intérêt de ce conseiller clientèle. En plus, une fois que le dossier est rentré dans le système de la banque, donc ce qui n'a pas été sans mal, le processus est très opaque. On vous parle de comité de crédit, on vous annonce qu'il y aura des réponses dans un temps qui n'est pas forcément toujours très précis, et on ne vous donne jamais de mise à jour et de nouvelles sur ce que fait ce fameux comité de crédit. Et quand malheureusement une réponse négative arrive, eh ben, face à ce partenaire bancaire, on a passé beaucoup de temps à lui fournir beaucoup d'informations, et on ne peut pas vraiment se retourner vers une autre alternative. Alors, face à ce problème, avant d'avoir notre plateforme ouverte pour le financement, puisque nous avons expliqué que les décrets ne seront
présent qu'en juillet, qu'il faudra obtenir des statuts d'intermédiaire en financement participatif. Donc, avant de démarrer notre activité pour permettre à des particuliers de prêter directement à des PME, nous avons décidé de commencer à résoudre le problème du financement des PME et nous venons de lancer un nouveau service que nous appelons le dossier 2.0, donc qui est accessible sur l'URL le dossier 2.0.prêtpme.fr et le contenu de ce service, en fait, c'est nous avons repris un certain nombre de bonnes pratiques qui, notamment dans l'ordre des experts comptables, où il y a eu un travail pour essayer d'uniformiser les dossiers que demandent les banques, donc pour éviter un petit peu cette grande variété de demandes, pour éviter qu'à chaque fois on soit obligé de tout redémarrer à zéro. Donc nous avons décidé de partir sur ce type d'initiative et de rajouter la possibilité de faire cela complètement en ligne. Alors, cela permet notamment de créer sur notre site internet un dossier de financement complètement à votre rythme. Donc, vous n'avez pas à remplir toutes les cases tout de suite. Vous pouvez remplir une partie des fiches, chercher les informations, revenir, continuer à les remplir. Vous pouvez faire certaines fiches, donc il y a des fiches qui correspondent à l'expression de besoin, des fiches qui correspondent à une présentation de la PME, d'autres fiches qui correspondent à des aspects plus comptables. Donc, en fait, on peut tout à fait faire dans l'ordre qui est désiré le remplissage de toutes ces fiches. Et un point qui nous paraît particulièrement intéressant, c'est que nous avons développer ce service pour que ce service soit interactif entre les différentes personnes qui collaborent. Donc, au lieu de passer par un système de fichiers Excel où on s'envoie par mail les différentes versions, chacun modifie, on est obligé de reconsolider les versions. Là, on a un dossier de financement qui est partageable, alors soit en consultation pure, donc la personne peut simplement se connecter, voir les informations et à ce moment-là donner un retour par un autre canal, ou en modification. Donc on voit que c'est un système vraiment collaboratif qui est mis en place, qui fait que chacun peut à ce moment-là participer sur un dossier commun et l'ensemble des avancements est suivi sur ce service et on peut affiner le projet en ayant la maîtrise totale du processus. Et donc, un point qui nous paraît tout à fait différent du système classique, c'est que le principe des informations sont qu'elles sont faites d'une façon très normalisée, très générique. Et donc, si vous devez faire plusieurs dossiers de financement, vous n'avez pas à repartir de zéro et de redémarrer le remplissage complet de tous vos dossiers. Là, l'idée, c'est que vous avez une version sur un serveur qui vous permet de repartir et de redémarrer plusieurs dossiers, de faire nous allons le voir tout à l'heure sur la présentation, de pouvoir faire éventuellement des scénarios de façon très simple. Alors je vais démarrer un petit peu par une présentation des copies d'écran, donc parce que une image vaut toujours plus qu'un long discours. Donc le tout début de ce dossier de financement, c'est vous pouvez accéder via l'URL que je citais tout à l'heure, qui est le dossier 20.prêtpme.fr. Vous pouvez accéder à une page qui va vous permettre de créer un dossier directement en ayant simplement à fournir votre email. Le principe de cet email, c'est que si vous voulez revenir après sur le site pour retrouver les dossiers que vous avez créés, cet email vous permettra de finaliser la création de votre compte. Cet email vous permettra donc à ce moment-là de vous loguer sur notre service, de trouver l'ensemble des dossiers que vous avez créés de façon
simple en accès direct. Et à ce moment-là, vous pourrez partager ces dossiers. Nous allons voir tout de suite. Vous allez pouvoir partager ces dossiers et faire évoluer ces dossiers jusqu'à ce qu'il y en ait un qui corresponde exactement à l'information que vous voulez présenter à votre banquier ou à tout autre organisme de financement ou accompagnateur qui désirerait recevoir des informations sous une forme synthétique et qui pourrait à ce moment-là partir de cette synthèse pour démarrer son propre processus. Donc dans notre cas de figure, nous avons pris le scénario où nous sommes Monsieur Jean Dupont, où nous sommes le patron d'une petite entreprise de luminaires, donc, et nous avons un nouveau projet que nous sommes en train d'élaborer et où nous sommes en train de calculer quels sont nos besoins de financement et donc de préparer le dossier qui servira à la demande de crédit bancaire aujourd'hui et très bientôt de prêts participatifs, donc de prêts auprès de prêteurs particuliers. Donc nous sommes ce patron de PME qui commence la création de son dossier. Une fois que nous avons rempli notre email et le nom du projet, nous commençons la création par une fiche PME. Donc une fiche, c'est très classique, hein, c'est donner les informations de la PME, donc les informations qui sont pour partie des informations commerciales, comme le nom, la raison sociale, des choses comme ça, et des informations qui sont des informations administratives classiques, comme le numéro SIRET. Alors bien sûr, nous avons mis des numéros factices hein, sur ces démonstrations, ainsi que des téléphones qui ne correspondent à rien, et les informations comme le code NAF, le code APE, qui sont toutes ces informations qu'on met de façon très classique dans un dossier de financement. Alors, dans ce processus de création, le patron de PME peut ensuite passer au moment de la première création ou lorsqu'il reviendra plus tard pour compléter son dossier s'il désire le compléter en plusieurs fois. Nous passons à la deuxième fiche qui est une fiche projet. Donc, après la description de la PME qui va porter le projet, le patron d'entreprise va rentrer un petit peu dans le détail. Il va décrire la nature de son projet, un peu la vocation. Donc là, les écrans ne sont pas assez grands pour qu'on voit. Donc en dessous, on a un peu des cases qui vous permettent de donner des descriptions détaillées du projet. Donc là, nous voyons la description synthétique. Le montant du prêt recherché, donc il y a aussi le montant total parce que souvent le prêt s'inscrit dans une recherche de financement multifacette, donc avec des volants qui peuvent être de l'apport, qui peuvent être de l'augmentation en fonds propres. Et donc nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le volet effectivement crédit, le volet prêt. Et donc, dans notre cas de figure, nous avons illustré le cas du patron de PME Jean Dupont qui cherche un prêt de 75 000 € pour une maturité de 48 mois. Alors, la fiche d'après est une fiche très classique aussi, dans le sens que c'est le moment d'exprimer un petit peu la répartition des besoins et des ressources. Donc de nouveau, nous avons un peu des contraintes de taille sur nos copies d'écran. Donc dans cet exemple-là, on ne voit que la partie besoin, mais en fait, il y a plus bas une partie ressources. Et le principe, bien sûr, c'est que votre fiche sera considérée comme vraiment bien remplie quand les ressources et les besoins s'équilibrent. Et dans notre cas, nous avons pris en fait l'exemple d'un patron qui veut surtout financer du stock, donc du BFR, et qui a aussi un certain nombre de frais, comme le paiement de licence ou des paiements de certains intermédiaires pour pouvoir faire sa promotion. Et donc son projet Conso, c'est un projet qui a un volant de financement avec un emprunt qui correspond à 75 000 €. Alors, à ce niveau-là, on rentre dans une partie beaucoup plus comptable
qui est le prévisionnel de ce projet. Alors, dans notre exemple, nous imaginons que le patron de PME a lui-même rempli cette partie-là, mais en fait, nous verrons plus tard qu'il peut tout à fait partager son dossier et donc éventuellement donner les grandes indications dans cet écran et permettre à un accompagnant, à un expert comptable de venir compléter, de venir vérifier, de venir ajuster un petit peu tous ces éléments-là, de façon à ce que ce prévisionnel sur l'année N+1 et N+2 puisse être produit et fourni à un banquier pour pouvoir faire son analyse crédit et pour pouvoir faire ses propres calculs financiers. Alors, dans notre exemple, M. Jean Dupont a fait un premier projet que je viens de décrire, donc un premier dossier. Et en fait, il a créé un compte sur notre plateforme et il a commencé à créer plusieurs dossiers. Donc, on voit que nous avons 2 dossiers. Le premier, c'est le projet Compso que je décrivais. Et puis, éventuellement, il fait une petite variation en disant je peux aussi imaginer que je vais faire un projet où j'ai une extension moins importante de mon périmètre. Donc, à ce moment-là, je vais réutiliser tous les éléments. Donc, je ne vais pas à tout redémarrer de zéro. Je vais pouvoir réutiliser les éléments pour, à ce moment-là, faire une hypothèse de prévisionnel un petit peu différente. Et puis surtout, je vais pouvoir en fait avoir l'ensemble de mes dossiers, donc je vais pouvoir travailler en parallèle sur ces différents dossiers et je choisirai à la fin le dossier qui correspond le plus à effectivement le projet que je veux présenter à des financiers, donc à mon banquier, à des structures d'accompagnement et de nouveau, je le rappelle, très bientôt à des prêteurs particuliers qui pourront participer à cette aventure entrepreneuriale en faisant des prêts, chacun pour un montant maximum de 1 000 €, mais avec un ensemble de particuliers, donc un peu plus de 75 dans notre exemple actuel. La somme de 75 000 € peut être assemblée et permettre au patron de PME de démarrer son projet. Alors, je vous ai beaucoup parlé du principe de partager. Alors, il y a un petit écran qui montre un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est avec un email, vous pouvez rentrer l'email de la personne avec qui vous voulez partager le dossier. Donc, la personne va recevoir à ce moment-là une notification l'informant que le propriétaire du dossier, donc Jean Dupont, a décidé de partager le projet Compson avec cette personne et que cette personne peut à ce moment-là venir sur le site pour soit consulter le projet. Donc on voit que par exemple Frédéric peut consulter le projet avec des droits en lecture simplement. Donc Frédéric pourra voir le projet, pourra voir l'ensemble des fiches, voir l'avancement aussi si en fait la personne est impliquée très tôt dans le processus. Donc elle pourra suivre toute la phase de développement. Ou Monsieur Étienne Durand, qui est notre expert comptable, en fait, qui a des droits de lecture et écriture et qui va pouvoir, à ce moment-là, aider le chef d'entreprise pour compléter son dossier avant d'en faire une impression ou une transmission à des financiers. Alors, justement, dans ce processus, on peut imaginer que Étienne Durand est revenu et a aidé Jean Dupont à remplir l'alias fiscal dont je parlais tout à l'heure. Et également, il va pouvoir remplir une assurance modérée, donc qui est une assurance émise par un expert comptable qui donne quelques indications explicatives sur un certain nombre d'éléments du chiffre d'affaires ou des marges. Et donc, cet expert comptable va pouvoir interagir en direct sur le dossier de façon à ce que le dossier ne soit pas fait d'un ensemble de feuilles volantes qui iraient à droite, à gauche. Là, l'ensemble des choses sont complètement centralisées en un endroit et une fois que le dossier est terminé, l'ensemble des fiches peuvent être assemblées sous la forme d'un dossier qui est transmis à une autre partie. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est en fait
la possibilité de suivre à tout moment l'état d'avancement du dossier. Donc on voit que le projet COMSO est bien avancé, puisque en fait l'information sur la PME est complètement remplie, et elle a été remplie pour la dernière fois par M. Jean Dupoux. L'information sur le projet est également complètement remplie. Bon, l'expression des besoins demande à être finalisée avant de vraiment pouvoir transmettre le dossier. Et on voit que Étienne Durand, qui est l'expert comptable, est intervenu très dernièrement pour modifier un certain nombre de chiffres ou pour ajuster un certain nombre d'éléments du prévisionnel, et que Étienne Durand également a complètement rempli l'assurance modérée qui était la dernière fiche de ce dossier de financement partagé. Alors, à ce stade-là, n'hésitez pas à nous poser des questions. J'espère que nous avons été assez clairs sur le but de ce dossier. Donc, ce dossier, c'est pour permettre à des PME de travailler de façon plus rapide, plus précise, et surtout de collaborer à la fois avec des acteurs internes, parce que ça peut être le directeur financier qui travaille avec les chefs d'entreprise. Ça peut être aussi des comptables internes qui travaillent directement avec leur patron sur l'élaboration du dossier. Et cela peut être aussi donc des personnes qui sont extérieures à l'entreprise, donc l'expert comptable qui accompagne la société. Ça peut être aussi des structures d'accompagnement qui font partie des CCI locales ou des différentes structures d'accompagnement qui existent en France. Donc, avec le dossier partagé, aujourd'hui, c'est donc une plateforme qui est mise à la disposition gratuitement de l'ensemble de ces acteurs pour que cette phase d'élaboration du dossier de financement puisse se faire de façon rapide, précise et complètement collaborative. Alors, bien sûr, il y a une raison pourquoi nous faisons ça, c'est que d'abord, nous travaillons pour le financement des PME. Donc, nous pensons que c'est un outil qui est intéressant et qui va aider à fiabiliser un petit peu le financement des PME. Mais c'est aussi pour dire que c'est un moyen un peu de désenclaver les PME par rapport au financement bancaire et de permettre à ces PME, demain, de profiter d'une source nouvelle de financement qui est le financement par le prêt, par les prêteurs particuliers. Alors, nous avons reçu une question. Je vais laisser Nicolas me poser la question. Alors, c'est une question de Benoît qui nous demande de préciser si c'est ouvert aux créateurs d'entreprises, puisque dans l'exemple qui est cité, il faut des liasses fiscales. Alors, donc aujourd'hui, Prêt PME a pour vocation de prêter à des PME qui ont déjà un statut de personne morale. Donc, ce sont effectivement des prêts à des entreprises. Donc, c'est un des volets de la nouvelle loi, c'est qu'en fait, la nouvelle loi permettra de prêter soit à des personnes morales qui sont des entreprises commerciales, soit à des particuliers pour des projets professionnels. Donc, nous, Prêt PME, nous nous sommes positionnés sur la partie entreprise. Donc, ce sont des entreprises qui sont des SARL, des SAS ou des SA et qui, effectivement, travaillent avec des documents comptables. Et donc, le prévisionnel que nous illustrons, donc c'est une poursuite naturelle des bilans comptables que la société a déjà produit, soit pour la première année, deuxième année ou troisième année de son existence. Alors, donc de nouveau, n'hésitez pas à intervenir sous forme de questions. Et ici, je voudrais rappeler que le principe, c'est justement de vraiment collaborer, parce que la chaîne de financement des PME, c'est une chaîne qui appelle à la collaboration d'un écosystème riche
qui existent en France. Et donc nous voulons nous démarquer, et là c'est un petit peu de ce qui existe avec le crédit bancaire, où les banques ont un petit peu des œillères, il faut rentrer dans leur processus, il faut rentrer dans leur format, et une fois qu'elles vous disent non, vous n'avez pas beaucoup de recours, et vous avez rarement des explications, même si en théorie elles sont tenues de vous donner des explications. Alors je vois que nous avons des questions, donc nous allons reprendre les quelques questions, et je finirai sur cette slide un peu plus tard. Mais toujours une question de Benoît qui nous demande si l'audit est le même que celui des due diligence des experts comptables, et notamment dans le cadre de la convention qui a été passée par l'ordre avec les banques. Une deuxième question de Benoît enfin plutôt une remarque sur le montant des prêts. Donc il semblerait que dans la convention passée avec les experts comptables, il y ait une limitation des prêts jusqu'à 25 000 euros. Qu'est-ce qu'il en est pour prêt PME? Alors, pour l'instant, l'outil prêt PME n'est qu'un outil, hein, donc il n'y a pas de forme d'engagement ou de convention. C'est la mise à disposition d'un outil qui permet de travailler plus simplement. Donc, nous n'avons pas pour l'instant de partenariat ni de cahier des charges très restrictif. Donc, c'est un outil qui est complètement à disposition de tout le monde. Et donc ça, c'est la première remarque sur le côté un petit peu technique de le dossier de 2.0. C'est vraiment la capacité pour chacun d'utiliser cet outil gratuitement pour éventuellement l'intégrer dans un autre processus qui fait l'objet de convention. Alors ensuite, pour les montants, de nouveau, comme c'est un outil, hein, nous n'avons aucune restriction sur les montants pour l'outil. Alors après, je vais évoquer le cas de Prêt PME. Prêt PME qui est une société qui fournit aujourd'hui un service collaboratif et ouvert à tous, mais Prêt PME donc a aussi une vocation à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs. Et donc dans ce cadre-là, nous avons défini un petit peu une cible d'action, et cette cible d'action, ce sont des PME donc qui ont quelques années d'existence et qui cherchent à emprunter entre 30 000 et 250 000 euros. Donc, nous sommes clairement sur un niveau de financement qui est différent des 25 000 euros qui vient d'être cité. Alors, comme je le disais, l'outil peut être utilisé de façon libre pour moins de 25 000 euros pour s'organiser. Nous, demain, quand nous allons proposer à certaines de ces PME de dire, en fait, vous savez, vous avez une plateforme qui vous permet de préparer le dossier, mais vous avez aussi une plateforme qui vous permet de dialoguer avec des prêteurs qui pourront répondre à tout ou partie de votre besoin de financement. Là, nous sommes sur une certaine catégorie de PME qui sont sur une recherche de prêt entre 30 000 et 250 000. Alors, je crois que nous avons une autre question. Encore une question de Benoît qui est infatigable sur les questions, et nous le remercions. C'est une question qui porte en fait sur le format des documents. Est-ce que ce format de document est utilisé par les banques, ou est-ce qu'elles réécrivent les dossiers comme ça a été mentionné? Et notamment, ils pensent à des financements complémentaires entre des banques et Prêt PME. Alors, pour l'instant, nous avons essayé de trouver le format le plus universel, et c'est pour ça que nous avons vraiment bénéficié du travail qui a été fait par l'Ordre des experts comptables, qui a fait un gros travail d'unification et d'harmonisation. Alors aujourd'hui, hélas, les banques ne sont pas encore à une vraie harmonie, hein, donc ce qui veut dire que nous avons un peu un surensemble qui est disponible de tout ce que pourront vous demander l'ensemble des banques. En revanche, effectivement, nous n'avons pas encore le mapping complet pour dire tiens, il suffirait que je donne un dossier et toutes les banques l'accepteront.
Alors, nous espérons que nous allons participer à cette harmonisation, puisque dans la droite ligne du travail de l'ordre des experts comptables, nous espérons que nous allons pouvoir montrer aux banques que finalement leur particularisme n'est pas forcément une bonne chose pour tout le monde, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint cette situation-là. Donc, en attendant d'autres questions, je vais donc reprendre. Ah, je viens d'avoir une autre question, donc je m'arrête tout de suite. Une question de Jean qui nous demande si on prendra des cautions pour les prêts et quels seront les taux de ces prêts. Alors, donc là, on rentre dans la partie un peu future, donc un futur proche de prêts PME. Alors, nous allons travailler sur des prêts non garantis. Donc, ça veut dire que les prêteurs rentreront alors dans une forme. Au tout début, nous allons faire une forme très classique de prêt amortissable avec des échéances mensuelles. Dans un premier temps, plutôt sur des maturités de l'ordre de 3 ans, donc 36 mois. Mais alors là, nous n'inventons rien en fait. Hein. Nous répliquons des modèles qui marchent très bien aux États-Unis et en Angleterre. Et dans ces pays-là, on a constaté que les prêts non garantis sont une source d'épargne très intéressante pour les prêteurs, que les taux de défaut sont faibles, sont même plus faibles que les prêts non garantis bancaires, surtout qu'en plus les prêts non garantis bancaires ont tendance à complètement disparaître, à la fois parce que les banques en fait ne savent pas bien les traiter et parce qu'elles sont toujours un peu frileuses à utiliser de leurs fonds propres sans avoir tout un tas de garanties. Donc dans notre cas, nous travaillons sur des projets sur des produits très simples où les prêteurs font un prêt non garanti et avec des taux qui sont des taux qui seront calculés par catégorie. Donc les dossiers seront catégorisés et en fait par rapport à des taux bancaires, les taux des prêts seront un petit peu supérieurs au taux facial des banques, mais on sait bien que les taux faciales des banques en fait cachent tout un tas de coûts pour l'emprunteur sous la forme d'un frais de dossier, mais surtout sous la forme de tout un tas de services qu'on vous demande de prendre, et notamment des assurances, mais ça c'est à la limite quelque chose qui rassure, mais aussi on vous demande de mettre votre compte, de prendre tout un tas de produits financiers comme des cartes, etc., dans la même banque pour quelque part couvrir et vous faire supporter un coût bien plus important que celui qu'on vous a annoncé au départ. Alors, une question de Daniel. Donc les tableaux qui sont présentés donc s'inspirent des dossiers de financement qui ont été modélisés pour des montants de 25 000 euros. Pour des montants supérieurs jusqu'à 1 million d'euros, ces informations sont-elles suffisantes? N'y aura-t-il pas nécessité d'un détail des plans de remboursement mensuels sur la durée des prêts pour le financement participatif? Alors oui, tout à fait, c'est une très bonne question. Donc en fait, nous sommes partis effectivement d'une formule simple. Alors comme nous le disions, hein, nous allons faire des prêts de 30 000 à 250 000 euros. Alors dans un premier temps, nous allons bien sûr plutôt travailler d'abord sur les prêts qui sont la partie basse de cette fourchette. Donc nous allons finalement faire des prêts qui seront un petit peu au-dessus des 25 000 euros, mais qui restent un petit peu dans le même ordre d'idée. Donc, néanmoins, nous espérons que très rapidement, la masse des prêteurs disponibles et bienveillants sur notre plateforme permettra à des PME d'aller chercher des montants plus importants. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, le processus va s'affiner en gardant toujours la même simplicité pour les montants qui sont des montants de l'ordre de 25 000, 30 000, 40 000 euros. Et bien sûr, quand on arrivera à 1 million d'euros, là, le type de renseignements seront plus importants et plus détaillés. Alors encore une question de Benoît sur la manière dont on score les projets et
la manière dont on catégorise, les projets. Et il aimerait avoir des exemples de taux d'intérêt. Alors, pour la manière, donc aujourd'hui, ce ne peut être qu'une discussion un peu théorique, puisque en fait, nous n'avons pas encore tout le détail du statut d'intermédiaire en financement participatif. Donc, le régulateur et le législateur vont nous donner un certain nombre d'éléments qui font que ce que l'on dit aujourd'hui ne peut être que des conjectures. Néanmoins, si on répond sur la base des hypothèses sur lesquelles nous nous basons actuellement, l'idée serait de catégoriser. Donc, en fait, il y aura bien sûr des éléments qui sont des éléments financiers classiques, donc qui se basent à la fois sur les bilans passés, qui se basent sur le prévisionnel, et là, on rentre dans de la finance très classique de calcul. Mais la nouveauté, c'est que en fait, nous allons pouvoir intégrer d'autres dimensions. Donc les dimensions régionales, les dimensions thématiques, donc des choses qui sont très difficiles en fait à cerner par un banquier, parce que la dimension thématique, c'est soit le conseiller clientèle est un expert de l'activité, donc à ce moment-là, il arrive à intégrer cette dimension-là, soit en fait, il rentre dans un crible très normalisé des activités qui n'ont rien à voir. Donc, nous, notre rôle, ça va être de permettre une utilisation très simple par le prêteur pour redécouvrir ces catégories. Alors, quand on a beaucoup discuté des taux, donc il faut voir que le principe du prêt entre particuliers, c'est quand même redonner le pouvoir au prêteur de prêter directement à un emprunteur. Donc, il faut aussi imaginer que l'intermédiaire n'est pas là pour essayer d'apporter une vérité en disant vous êtes une entreprise de telle taille, vous faites ci, vous faites ça, donc vraiment avec votre risque, le fameux risque, hein, c'est normal que vous emprunteriez à temps. L'idée dans un système un petit peu où les gens peuvent se rencontrer en direct, c'est que les prêteurs, en fait, aient un moyen d'ajuster ce taux, parce que on voit que si c'est une petite entreprise qui est dans votre village, dont vous êtes un client, et ben finalement, le taux que vous allez vouloir accorder à cette entreprise, il n'a rien à voir avec un taux financier où on ajoute un taux de base et un taux de risque. Donc, aujourd'hui, nous travaillons dans nos hypothèses et nous développons nos algorithmes pour permettre cette mise en relation par des catégories. Alors, c'est là où je rappelais un petit peu le fait qu'aujourd'hui, c'est encore des conjectures puisque nous n'avons pas le détail total de ce qui sera imposé aux intermédiaires en financement participatif, mais nous sommes très, très optimistes parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, dans les textes, circule l'idée que les plateformes ont surtout pour vocation à offrir des outils d'aide à la décision, et donc ça c'est quelque chose qui va tout à fait dans notre sens, de dire que le prêteur prend une décision, donc il ne reçoit pas une offre avec un taux, il prend une décision, et donc nous sommes en train de travailler sur tous ces outils qui permettront de prendre la décision, et surtout les outils qui permettront de donner les éléments numériques qui pourront étayer cette décision. Une question de JM, je ne connais pas le prénom exact. Quel sera votre partenaire banque de dépôt? Alors, c'est la grande nouveauté de cette loi, c'est que nous n'avons pas besoin d'une banque, en fait. C'est-à-dire que avec la nouvelle loi sur le financement participatif, tout peut se faire en dehors du circuit bancaire. Alors, quand je parle de banque, je parle des banques telles qu'on les connaît. Alors, en fait, il y a une activité qui, suivant les cas, est appelée bancaire ou non bancaire, qui est l'établissement de paiement. Donc, c'est en fait les personnes qui peuvent recevoir de l'argent et qui peuvent transmettre de l'argent et qui peuvent à ce moment-là reverser de l'argent. Donc, ça, ce sont des établissements de paiement. Donc, ce sont des établissements qui ont un statut qui est pas si vieux que ça, donc qui a moins d'une dizaine d'années. Donc, ces établissements de paiement, qui ne sont pas des banques, à ce moment-là, sont effectivement des participants nécessaires à la chaîne, mais par contre, l'argent n'a plus besoin de passer dans une banque
telle qu'on la connaît. Et donc, on voit bien que dans le circuit, pour permettre à des emprunteurs et des prêteurs de se trouver et donc de mettre de l'argent qui pendant un certain temps reste à un endroit jusqu'à ce que la somme soit collectée et qui ensuite soit transférée à l'emprunteur, eh ben, on a une chaîne qui est complètement non bancaire. Et donc, c'est sur ce type de schéma que nous allons fonctionner. Alors, une petite précision sur ce point-là. Notre interlocuteur nous a fait remarquer qu'il y a quand même une banque en fait derrière les établissements de paiement. Les fonds des prêteurs vont bien transiter par une banque. Alors, en fait, donc là, on rentre dans de la technique bancaire. Donc, effectivement, aujourd'hui, tout le système bancaire est basé sur des principes de chambres de compensation. Et donc, ces chambres de compensation, ce sont des banques qui, entre elles, échangent les crédits qu'elles ont créés via la création monétaire qu'elles ont fait en mettant des crédits au départ. Mais d'un point de vue prêteur-emprunteur, en fait, c'est complètement transparent puisque vous n'avez pas à ouvrir un compte dans une banque, donc vous n'avez pas à passer par les fourches codines d'une banque qui va vous regarder toujours de façon un peu bizarre si vous êtes un emprunteur et en plus si vous n'allez pas emprunter chez eux, on va dire mais attendez, moi ce qui m'intéresse c'est que vous preniez votre compte personnel, que vous preniez tout un tas de produits financiers. Là, l'emprunteur ouvrira un compte dans un établissement de paiement, le prêteur aussi. Et donc l'argent, si à un certain moment, en fait, il faut faire de la péréquation entre des comptes bancaires finaux, ça passera effectivement par une banque. Donc c'est ce qu'on appelle un compte de paiement. Mais toutes les opérations sont faites complètement menées et de façon sans aucun contact avec une banque. Donc c'est vraiment un partenaire technique à ce moment-là que devient la banque au niveau de la chambre de compensation. Une question de Jean maintenant. Quel sera le délai de traitement de la demande initiale au financement effectif? Alors, c'est là où aujourd'hui nous pouvons nous baser sur ce qui existe à l'étranger. Donc, on peut vous donner un peu des normes et puis des temps constatés. Et ben, on constate que c'est très très intéressant parce que aujourd'hui la norme à peu près, c'est de dire que les dossiers vont rester en ligne pour chercher un financement pendant 6 semaines au maximum. Et en fait, on constate que les dossiers sont financés en moins de 2 semaines. Donc, ça veut dire que par rapport au circuit bancaire, une banque qui vous annonce qu'elle met 6 semaines à répondre à votre demande de crédit, parce que bon, il y a en 24 heures, vous répond très rapidement que on vous donne éventuellement, dans le meilleur des cas, un accord de principe, mais le problème, c'est que pour passer de l'accord de principe à l'accord effectif, là, on est plus dans les 6 semaines, au minimum, et en plus c'est dans un processus qui est très opaque. Là l'idée c'est que la norme maximum c'est vraiment de dire 6 semaines et en fait on constate chez nos collègues étrangers, donc aux États-Unis, en Angleterre, que un projet qui n'a pas reçu son financement au bout de 4 semaines, en fait, en général, n'obtient pas du tout son financement. Donc, ça veut dire que le chef d'entreprise peut tout à fait se dire que, au bout de 4 semaines, si effectivement, alors c'est le principe de la jauge, qui est quelque chose qui est très connu dans le financement participatif, c'est qu'on voit à tout moment où on est l'ensemble des prêts qui vont être donnés par l'ensemble des prêteurs. Si sa jauge est en dessous de 20% au bout de 15 semaines, c'est sûr qu'il n'arrivera jamais à atteindre les 100%. Et donc cette jauge est quelque chose qui est vraiment un facteur de transparence. Et donc à l'opposé du comité de crédit où on ne sait pas bien où il se tient et qui en fait partie, là l'entrepreneur peut savoir à tout moment si vraiment son dossier a de bonnes chances d'être financé. Et dans ceux qui sont financés, en fait, on constate qu'en moins de 2 semaines, la réponse est faite. Et donc là, on est vraiment sur des temps qui sont sans commune mesure avec le secteur bancaire. Alors, plusieurs questions assez précises en fait toujours de JM. Donc, il nous demande si les échanges se font via SEPA ou SWIFT, s'il y aura bien remboursement via transfert bancaire, et s'il y a des partenaires s'il y a des établissements de paiement partenaires qui sont nos partenaires aujourd'hui. Et il demande aussi si le prêt sera une société française seulement ou européenne. Alors,
Donc beaucoup de questions, donc un certain nombre de questions qui sont dans le futur, et donc on ne pourra pas forcément vous donner des noms aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore ouvert, donc nous n'allons pas forcément donner tous les noms de nos partenaires. Néanmoins, bon, sur le côté technique, oui, ce sera des prélèvements, des virements SEPA. Donc là, nous avons l'avantage de démarrer maintenant, donc de pouvoir nous inscrire complètement dans les nouvelles normes. Donc on sait que les normes bancaires sont forcés de passer au SEPA. Alors on sait que ça a été difficile. On sait aussi qu'un certain nombre de mandats sont repris sous une forme un peu spéciale. Donc là, de ce point de vue-là, nous partons sur des bases complètement neuves et donc nous adopterons complètement SEPA, effectivement. Mais à nouveau, hein, je voudrais laisser l'impression que ce qui est important, c'est que pour nos prêteurs et nos emprunteurs, ce sont des détails qui ne sont pas le cœur de leur intérêt. Leur intérêt, c'est de dire moi, je suis emprunteur et j'exprime mon besoin. De l'autre côté, j'ai des prêteurs qui vont pouvoir collectivement fournir la somme que je recherche, et à ce moment-là, effectivement, techniquement, les tuyaux seront des tuyaux SEPA via des chambres de compensation si nécessaire quand on passe d'une banque à une autre banque. Mais pour le prêteur et l'emprunteur, ce sont des choses qui sont complètement transparentes et ils voient une interface web, sur tout peut être fait en quelques clics. Alors, on va peut-être prendre une dernière question parce qu'on arrive. Deux dernières questions. Alors, les deux dernières questions avant de. Il y avait le prêt à la société. Est-ce que les prêts sont uniquement pour les sociétés françaises ou aussi pour les sociétés européennes? Alors, donc, je vais faire la réponse à deux niveaux qui est dans le cadre de la loi et la démarche de prêt PME. Alors, dans le cadre de la loi, donc c'est une loi française donc qui s'applique sur le territoire français. Alors après, si on rentre dans les détails juridiques, avec le grand marché, on voit que la notion de territoire français n'est pas quelque chose qui peut être complètement fermé. Donc aujourd'hui, je peux vous donner un sentiment personnel, mais qui ne sera pas celui qui va être le point de départ de prêt PME. C'est qu'un sentiment personnel, c'est que avec le grand marché et grâce à Internet, potentiellement, tout le monde pourra venir bénéficier de la loi française et donc prêter et emprunter. Bon, maintenant, d'un point de vue pré-PME, nous avons décidé de démarrer par un cadre très clair et très simple. Donc, dans notre première année d'exercice, nous ferons des emprunts par des sociétés françaises auprès de prêteurs français. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il faut distinguer un choix qui est un choix opérationnel de simplicité et une question qui est un petit peu plus philosophique et juridique, qui est cette nouvelle loi, quelle est sa portée, quel est son degré d'application, et où on peut imaginer qu'elle soit au-delà grâce à Internet et grâce au grand marché, au-delà des frontières françaises. Alors, une dernière question de Daniel concernant le dossier modélisé de l'ordre des experts comptables. Dans ce dossier, on demande en fait des documents à l'appui, comme des bilans, les avis d'imposition, des relevés de compte, des pièces d'identité, etc., des statuts. Est-ce qu'il est prévu dans le dossier 2.0 de joindre ces documents, et notamment dans la perspective en fait de communiquer ce dossier à plusieurs financeurs potentiels? Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas encore la fonction, mais en fait, nous n'avons pas mis la fonction parce que nous sommes à l'écoute de l'utilisation qui vont en être faite. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent tout à fait faire une partie du processus et dire je vais faire la suite en assemblant mes bilans et mes prévisionnels faits sur prêt PME. En fait, si nous voyons une demande pour dire on va pouvoir tout consolider sur prêt PME, ce sont des développements qui sont très très faciles hein, de notre point de vue. Donc nous n'attendons que des demandes d'utilisateurs pour dire si cela correspond tout à fait aux cas d'usage qui sont recherchés. Donc nous sommes friands de ce type de retour pour mettre ça dans notre plateforme très rapidement.
Alors, nous sommes à 19h30, donc je vais très rapidement terminer en rappelant que nous cherchons beaucoup à avoir une discussion, à avoir un échange, que nous sommes basés sur la notion de partenariat, donc n'hésitez pas à nous contacter pour utiliser notre nouveau service, pour nous inspirer des évolutions, pour discuter d'utilisation d'ores et déjà de ces services. Donc, je vous ai mis ici les coordonnées de Nicolas et je vais donc maintenant passer à la dernière slide qui résume un petit peu l'ensemble des points de contact. Donc, vous avez mes coordonnées. Je suis Fred Aigbeau, président et cofondateur de Prêt PME. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Nicolas est le cofondateur en charge des opérations et des produits. Donc, de la même façon, n'hésitez pas à contacter Nicolas. Vous pouvez vous connecter bien sûr sur notre site web. La présentation que nous venons de faire sera dans les 15 prochaines minutes, 20 prochaines minutes disponible sur notre SlideShare. Sur ce SlideShare, il existe aussi des présentations précédentes. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter et aller consulter ces présentations ou les télécharger. Et vous pouvez vous abonner également à notre fil Twitter où nous tenons à jour l'ensemble des informations qui concernent le financement participatif et les informations plus particulièrement sur Prêt PME. Eh bien, je vous remercie pour votre participation, pour vos très nombreuses questions. J'espère que nous avons permis un petit peu de lever le voile sur ce nouveau service. Nous sommes convaincus qu'il y a encore des questions, donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans cette présentation. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous allons faire d'autres webinaires sur le même format dans les prochaines semaines pour continuer à expliquer l'utilisation de notre service. Donc, à très bientôt si vous voulez vous reconnecter ou n'hésitez pas à le faire savoir à vos relations. Nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et à très bientôt en ligne ou en physique si vous désirez nous rencontrer. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.